Et les 4 sont à peu près autonomes, elles sont en déambulateur, bon, elles ont besoin d'aide, mais ça va. Et donc du coup, avec la résidente en question qui parlait beaucoup là-dessus, on a créé le projet. Et on a emmené les 4 résidentes à l'île d'Ars. Et cette dame-là, elle nous disait, mais non, mais moi je suis pas capable, je ne pourrais plus jamais voyager. Elles ont pris le bateau, il y en a une, c'était la première fois qu'elle prenait le bateau. Enfin, on a fait, et c'était génial. Et que ça a créé un lien en plus, même moi, avec ces 4 résidentes-là. C'est vraiment une anecdote positive. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Raconte-moi ton métier. Premier épisode où je reçois Séverine, qui est donc aide-soignante, en... en EHPAD. Très bien. On a fait il y a quelques temps un live sur Twitch qui dure 2h30, donc si jamais cette courte vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aller voir le live où là vous aurez vraiment beaucoup plus de détails sur le métier, sur le quotidien, sur les difficultés, tout ça. Donc là c'est vraiment une synthèse, un peu plus accessible au niveau du temps, quoi. Donc, raconte-moi ton parcours scolaire. Moi j'ai fait un bac dans le commerce. Après je me suis dirigée vers les soins, donc j'ai trouvé un poste en maison de retraite sans être diplômée, donc j'étais agent de soins. Et 10 années après, je me suis dit que ça serait bien de passer le diplôme et je suis devenue aide-soignante en 2013. Et depuis, je suis aide-soignante en EHPAD. D'accord. Et donc, ton bac n'est pas Non, c'est un bac dans le commerce. Ouais. Donc c'est Et pas puis, en plus. il n'y a pas besoin du bac pour Non. faire la formation d'aide-soignante. D'accord. Et du coup, donc justement, la formation, aujourd'hui, elle se passe comment? Là, aujourd'hui, la formation, elle est sur 12 mois. Moi, quand je l'ai fait, c'était 10 mois à l'époque. Et il y a un concours? il y a un... Alors, il y a un concours... il y avait un concours d'entrée avec un oral. Maintenant, c'est sur dossier. Donc, on va peut-être revenir aux oraux, mais ça dépend. Là, dû à la crise sanitaire, ils ont préféré faire que sur dossier. D'accord. Et est-ce que c'est difficile comme formation? La formation en soi est quand même intensive. L'entrée à l'école est pas... Une fois que le dossier est bien rempli, il y a quand même pas mal de place pour quasiment autant de demandes. Donc clairement, à moins d'avoir vraiment un dossier catastrophique, la plupart des gens sont pris. S'ils ont des bonnes motivations, s'ils écrivent bien dans leur dossier tout ce qu'ils ont à... D'accord. Leur projet... Voilà. Et la formation, par contre, sur un an est quand même assez intense parce qu'il y a quand même pas mal de stages, il y a pas mal de choses à apprendre, mais elle est... Combien de stages là? Là maintenant, on est sur 4 stages de 5 semaines, 3 stages de 5 semaines et un stage de 6 ou 7 semaines de tête. Et il y a aussi possibilité, il me semble, de faire en apprentissage, non? De faire en apprentissage sur 18 mois ou de faire la validation des acquis, mais pour ceux qui ont déjà de l'expérience. Ouais. D'accord, ok. Donc, revenons sur toi. Pourquoi toi, tu as choisi ce secteur, du coup, en quittant le lycée? Quand j'ai passé mon bac dans le commerce, que j'ai dû faire des stages dans le commerce, je me suis rendu compte que j'aimais le relationnel avec les gens, clairement. C'était pour ça que j'avais choisi le commerce, mais en fait, j'aimais pas ce relationnel de clients, acheteurs. Non, vraiment, je voulais un relationnel humain. Plus authentique. Voilà, c'est ça. Dans la vente, t'attends quelque chose de la personne qui est en face. Voilà, puis j'avais fait plusieurs types de ventes et et je me suis dit, j'aime vraiment le relationnel, mais j'aime apporter quelque chose aux gens, même si dans la vente tu apportes des connaissances. Là, c'était vraiment, je voulais prendre soin des gens, c'était mon truc, quoi. D'accord. Et donc, pourquoi l'EHPAD en particulier? Parce que l'EHPAD, il y a une continuité de soins et que j'aime ça. Enfin, je trouve que tu accompagnes les gens jusqu'au bout. Tu fais partie de leur vie, tu les accompagnes à l'hôpital. C'est des services entrants pour la plupart où tu vois pas les gens de la même manière. Tu les vois pendant 2-3 jours, après tu les revois pas, tu sais pas ce qu'ils sont devenus. Ça m'intéressait beaucoup moins. Puis j'aime bien le public âgé, je trouve que même eux ont beaucoup à nous apporter. D'accord. Et donc, pourquoi le jour? Parce qu'il y a aussi être soignant de nuit. Ouais, j'avais envisagé à un moment donné à passer de nuit parce que le rythme est différent, mais j'aime beaucoup la journée parce qu'on peut mettre peut-être plus de choses en place, on voit les résidents différemment et au niveau de mon organisation familiale, ça me convient beaucoup mieux. D'accord, ok. Et donc, quelle est ta mission? Ma mission, mon rôle propre, c'est d'accompagner les gens dans les actes de la vie quotidienne, sur tout ce que eux ils ne peuvent pas faire.
et même de les stimuler sur ce qu'ils peuvent faire, les accompagner et leur maintenir leur autonomie, que ça soit aussi bien sur les soins d'hygiène, les soins d'alimentation. Et puis après, le soin en règle générale, c'est apporter de l'aide à la personne. Ça peut être discuter avec elle, la rendre belle, l'accompagner dehors, l'aider à se promener. Voilà. D'accord, ok. Et donc, à quoi ressemble une journée de travail? Alors, ma journée de travail, il y a deux gros, de gros horaires. C'est soit le matin, soit l'après-midi. Donc, soit le matin, on commence entre 6h25 et 6h40 selon les roulements. Et on arrive, on prend les transmissions, donc on fait la relève de l'équipe de nuit qui nous explique ce qui s'est passé la nuit. Après, on a chacun un plan de soins avec un secteur affilié. Et du coup, par exemple, donc je prends mon poste, je prends mon étage. Sur mon secteur, le matin, essentiellement, c'est des toilettes, des accompagnements à la toilette. Ça va être des grandes toilettes. Enfin, voilà, on a plein de types de toilettes différentes selon les personnes. La matinée passe relativement vite parce que on a quand même du boulot, on s'ennuie pas. Mmh. Après, dans l'heure de midi, donc on les accompagne à la salle à manger, ou on peut les accompagner, on peut les installer en chambre selon comment ils sont et comment ils vont et où est-ce qu'ils mangent. Dans l'heure de midi, nous on est en tisanerie, les soignants. La tisanerie, c'est un endroit où les gens plus dépendants et les gens qui ont des troubles ou qui ne sont plus capables de manger tout seuls ou ont besoin d'une aide mangent. Donc on est là pour les accompagner au repas. Et après, arrive l'heure de la sieste. Après le repas, on les accompagne à la sieste et arrive vite l'heure de la relève. Mmh. Donc là, souvent, on finit vers 13h30, 14h. Et les filles d'après-midi donc, commencent, elles, entre 13h10 et 13h45 à peu près. Et donc pareil, l'après-midi, du coup, moi j'arrive, donc je fais la relève, donc je prends les transmissions, donc on voit ce qui s'est passé la nuit, l'après-midi. On planifie ce qu'on a à faire aussi, voir si on a des observations à faire, des relèves à faire. En début d'après-midi, souvent on fait des petits soins individualisés, des animations. Après, on fait le goûter. Donc, on fait un tour de goûter, nous, dans les étages et un tour de goûter en bas. Et pareil, là, il y a des petits temps de latence où on peut faire des petits soins individualisés, d'autres, ou des animations. Et arrive vite, mine de rien, l'heure de manger. Parce qu'ils mangent de bonne heure, ils mangent à 18h. Donc pareil, on est comme le midi, le soir, on est en tisanerie, on les accompagne à manger. Des fois, quelques-uns mangent en chambre, donc on monte les plateaux, on leur donne à manger. Donnez-moi mes mouillettes. Et après arrive vite l'heure de se coucher, donc on les accompagne soit à se coucher, soit à se préparer pour la nuit, ceux qui peuvent se coucher tout seuls ou qui sont couchés plus tard par les veilleurs. Et du coup, vers 20h45, fait les transmissions avec l'équipe de nuit pour leur expliquer le déroulé de la journée, ce qui s'est passé, quoi. D'accord, ok. Est-ce que tu as beaucoup de responsabilités? On a quand même pas mal de responsabilités à notre niveau. Je trouve que, mais après, ce qui est très intéressant justement, puisqu'on a la responsabilité entre guillemets de l'humain qui est avec nous. On a les responsabilités par rapport à tous les protocoles infirmiers qui sont mis en place, donc on doit respecter. On a la responsabilité des transferts parce que on a pareil des protocoles et on doit utiliser telle ou telle machine. Donc Donc les transferts, pour ça préciser c'est à pour ceux qui ne respecter. connaissent pas, les transferts, c'est... Ça peut être aller du lit au fauteuil, Voilà, du transfert d'une fauteuil aux personne. toilettes. Ouais, voilà, ça peut être le transfert du résident. Et on a une responsabilité aussi de savoir pallier, de connaître tous les gestes d'urgence. Parce que l'infirmière, soit elle est toute seule elle est dans les étages, soit des fois elle n'est pas là parce que selon les horaires, elle est de coupure, ou le soir elle finit à 20h, nous on finit à 21h. Donc de pouvoir connaître les gestes d'urgence, savoir comment réagir. Donc déjà reconnaître une situation d'urgence. Reconnaître une situation d'urgence, tout à fait, ouais. Ce qui n'est pas forcément évident au début, mais... donc on a quand même une autre responsabilité. Ouais, pas de demande. Ok. Je ne sais plus où j'en étais. Quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer? Alors les difficultés essentielles qu'on rencontre dans notre métier, ça peut être lié aux horaires.
et au fait qu'on travaille quand même un week-end sur deux. Mhm. Donc il y a des établissements où c'est un sur trois, nous là on est à un sur deux, donc ça c'est quand même... ça peut être une difficulté familiale. Après les difficultés, moi personnellement que je peux rencontrer, ça va être quand je travaille avec des gens qui sont pas formés ou avec des gens qui sont incompétents, qui n'ont pas forcément envie, parce que malheureusement ça arrive encore. Après, j'ai pu rencontrer des difficultés au début de ma carrière, on dirait que sur, justement sur le manque de formation et sur le manque de pratique, et à force de pratiquer, voilà, on sait faire, mais au tout début, on peut rencontrer des difficultés par rapport à la mort, des difficultés par rapport à justement la gestion d'une situation d'urgence ou Par comment rapport aux réagir troubles du comportement de par certains rapport au trouble du résidents. comportement. Voilà, gérer des. Puis on a de plus en plus de résidents qui relèvent de la psychiatrie. Malheureusement, on est formé. Mais on n'est pas formé comme en psychiatrie, justement, mine de rien. C'est pour ça qu'il y a quand même des hôpitaux qui sont faits pour. Puis c'est Donc, toujours différent entre la théorie et la pratique. Et quand on se retrouve face à une personne démente, par exemple, qui fait une grosse crise, on a beau avoir lu ça quelque part, quand on est là en face, c'est pas la même chose. Oui. Oui, puis on ne réagit pas tous de la même manière, on est Tout à obligé fait. quand même de s'impliquer. C'est là qu'on dit, heureusement quand même qu'il y a quand même quelques formations qui nous aiguillent de savoir comment réagir. Comment sont les conditions de travail? Les conditions de travail s'améliorent, je trouve. Comparé à il y a quelques années, il y a quand même des créations de postes, mais les conditions de travail ne sont pas toujours évidentes, dues aux horaires, dues au manque de personnel, malheureusement, où des fois on doit s'auto-remplacer, faire des doubles journées. Et puis au manque de formation de certains aussi, d'être obligé de pallier aux collègues qui ne sait pas faire ou qui n'a pas... Devoir passer derrière eux, Voilà, souvent c'est surveiller ça. le travail, ça c'est un truc qui est fait assez souvent. En fait, c'est pas tant, enfin moi pour ma part, c'est pas tant vraiment un manque de confiance envers la personne, contre la personne. C'est surtout qu'en fait, je sais que la personne n'a pas eu la chance en fait d'être Oui, formée c'est ça. correctement. Le plus souvent, c'est ça. Il y a quelques fois où je sens que la personne a juste pas envie. C'est vrai que le plus souvent, quand c'est une personne qui est nouvelle, c'est juste qu'elle a pas eu la chance d'être bien formée et que je peux pas avoir confiance en ce professionnel qui n'a pas été formé parce que elle ne sait pas tout simplement et donc potentiellement elle a pu faire des erreurs et donc quand c'est comme ça, il faut passer derrière et il y a presque double dose de travail. Voilà, tout à fait. Ou des filles malheureusement qui sont pas forcément en capacité justement parce que par un manque de formation, donc elles savent pas faire, elles savent pas s'y prendre, donc du coup par exemple le soir on est obligé de prendre en soin plus de résidents parce que non là ça va être compliqué, là ça va être compliqué. Donc disons, donc c'est nous qui là c'est les difficultés qu'on rencontre parce que c'est les titulaires souvent qui pallient et c'est tout le temps les mêmes qui pallient malheureusement. Question suivante. Qu'est-ce qui serait à revoir pour améliorer les choses? Plus de formation, plus de personnel. Pour moi, tout le monde devrait être diplômé. Je renie pas du tout les agents, hein. Au contraire, j'ai fait 10 ans... Tout le monde devrait être formé et formé, diplômé. voilà, mais pendant 10 ans, j'étais agent de soins, je dénigre pas du tout, au contraire... Mais je trouve quand même qu'il y a un manque de formation et c'est pour ça que j'ai voulu faire au bout de 10 ans la formation parce qu'il y avait des manques quand même. Et on se rend compte une fois qu'on l'a fait qu'on se dit ah ouais, j'ai acquis quand même beaucoup plus de connaissances et peut-être qu'il faut attendre une deuxième pandémie pour ouais. avoir ça, plus de formation. Et plus de personnel. Et plus de personnel, ouais. Ça, après, pour qu'il y ait plus de personnel, il faut aussi qu'il y ait plus de gens qui aient envie de faire ce métier-là. Oui. C'est vrai que il n'y a pas une pub ultra positive. Non, en ce moment, non. Du coup, question suivante. Une anecdote positive et une négative qui illustre le mieux ton métier et tes conditions de travail. Alors, une anecdote positive, après, c'est pas évident à trouver, hein, mais je dirais il y en a plein en fait, il y en a tellement que d'en sortir une du lot. Moi, j'ai des anecdotes quand je suis partie en sortie avec des résidents qu'on a emmenés. Voilà, c'était leur souhait. Il y en a qui pensaient ne plus jamais sortir. On a une dame qui a 98, me semble-t-il. Les tables chez nous ont des noms d'îles. Et donc du coup, la dame voulait à tout prix travailler vraiment. Donc là, c'était l'île d'Ars. Elle voulait à tout prix travailler sur l'île d'Ars. Elle relevait plein d'informations. Et un jour, je suis allée voir l'animatrice. Je dis, franchement, on peut
pas les emmener là, les 4? J'ai comment on fait? J'ai moi j'aimerais bien les emmener. Est-ce que je peux prendre ma voiture et les emmener? Et les 4 sont à peu près autonomes, elles sont en déambulateur, bon, elles ont besoin d'aide, mais ça va. Et donc du coup, avec la résidente en question qui parlait beaucoup là-dessus, on a créé le projet. Et on a emmené les 4 résidentes à l'île d'Ars. Et cette dame-là, elle nous disait, mais non, mais moi je suis pas capable, je pourrais plus jamais voyager. Elles ont pris le bateau, il y en a une, c'est la première fois qu'elle prenait le bateau. Enfin, on a fait, et c'était génial. Et que ça a créé un lien en plus, même moi, avec ces 4 résidentes-là. C'est vraiment une anecdote positive. Et comme quoi, c'est pas parce qu'on est en EHPAD que ça y est, c'est la mort fini, en fait. C'est au contraire, et on peut en découvrir tous les jours. On pourrait faire beaucoup plus de choses s'il y avait plus de personnel encore. Ça. Ah bah totalement. D'accord, et une anecdote négative peut-être? Les anecdotes négatives, Parce ouais. c'est quand même un métier difficile, donc il y a des trucs qui sont... Bah, je dirais oui, là récemment, une résidente qui a des troubles psychiatriques qui ne sont pas tout le temps stabilisés, donc qui a des sauts d'humeur. Et un matin, à 6h du matin, nous attendait derrière la porte, vraiment comme ça, en mode énervé. J'étais avec 2 collègues, j'ai passé la porte et 2 collègues qui, elles, manque de peau, n'ont pas de formation, tu vois. Enfin. Qui n'ont pas eu de formation dans les troubles psychiatriques, une qui est agent de restauration mais qui est enfin voilà, qui n'ont peut-être pas aussi autant de caractère que moi. La résidente est arrivée, elle nous a foncé dessus en disant de toute façon c'est comme ça, je vais vous frapper. Enfin voilà, j'ai fait un front à front avec elle. Et il a fallu rester stoïque. Enfin voilà, et si je baissais le regard aussi, j'avais mal réagi, c'était un coup à m'en prendre une, clairement. Mais de faire un front à front avec une résidente qui est comme ça, qui est debout, et puis qui a toute sa force, c'était pas un moment très agréable. Ouais. Hein, donc Anecdote négative du coup. voilà. Ça peut arriver, moi ça m'est arrivé aussi. Hein. Oui. Me faire frapper, ça arrive. Malheureusement, ouais. Ça fait partie du métier, quoi. Mm. Et donc ta relation avec les résidents, à part quand t'as le front collé contre le leur? Après, suite à cette anecdote-là, mine de rien, la dame, plus tard dans la journée, est venue s'excuser et m'a remercié de ma réaction. En me disant, j'ai pu aller me calmer grâce à toi. Elle a eu peur de toi. Non, mais parce que j'ai pu la calmer. Si on l'avait laissé monter... Après, ma relation, enfin moi j'estime avoir j'ai une bonne relation avec les résidents parce que je pense qu'il faut créer une relation de confiance. Après, on est quand même des dents à aider, mais voilà, qu'ils aient quand même confiance en nous, que nous on puisse avoir confiance en eux. Après, faut quand même avoir une relation professionnelle. Parce que même si on rentre dans leur intimité, c'est pas mémé quoi en fait. Bien sûr. C'est vous, on a quand même une attitude professionnelle, mais souvent on a quand même un très bon relationnel avec les années avec eux. Parce que ils vivent avec nous, ils nous voient souvent beaucoup plus que leur famille. Enfin voilà, Forcément, on crée du lien avec eux et c'est beau. Ok. Alors, question suivante. Est-ce que tu estimes être bien payé? Maintenant, oui. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment, du coup j'achète des trucs. Depuis 2020, fin 2020. Oh, le Covid, c'est ça? Oh, c'est bizarre, oui, depuis qu'il y a eu une petite pandémie mondiale. Donc, entre 2000, en 2 ans, j'ai dû gagner 600 € à peu près en plus. D'accord. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. C'est très énervant parce que on nous disait souvent, partout où moi j'ai pu travailler, quand on demandait de l'argent, il n'y a pas de revalorisation salariale, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas. Et qu'il a fallu vraiment se retrouver dans une crise énorme pour qu'on nous dise finalement il y a l'argent. Finalement on va pouvoir vous donner le Ségur, la prime grand âge. Et 600 c'est pas une petite augmentation, ça change la vie en fait. 600 clairement sur les années d'avant je pense que j'avais une revalorisation de 35-40 € par an. Et donc là 600 € en 2 ans c'est... 35-40, moi sur mon ancien poste... Enfin, je dis ça, je suis même pas sûr. Moi j'étais à 15 € brut par an. Ah oui. 15 € brut par an de revalorisation. Oui, alors que là, moi, je te parle 600 net. En plus. Voilà, c'est quand même... Donc on crache pas dessus. On est enfin payé, je trouve, à notre juste valeur. Ouais. Ça vaut... voilà. Non, c'est sûr. Hein. Ça a été... Je mets des guillemets, bénéfique. Oui. Toute cette période compliquée, parce qu'au final, nous, on nous a écoutés, on nous a augmenté. Regarde, c'était François Fillon qui disait qu'il n'y avait pas
Non, si, il disait qu'on allait creuser le trou de la sécu si on nous augmentait. Attends, de votre part, il faut... Que je fasse de la dette supplémentaire. Pas de dette. Bah oui, mais si, c'est Pas ça de aujourd'hui. dette, nous, La moitié quasiment de c'est à notre vous qui budget, il est en gérez, dette. mais nous, on a... Bon, Au final, c'était pas la première fois qu'il montait. non, puis là on est passé catégorie B, les aides-soignants, donc on a quand même enfin une revalorisation, une reconnaissance aussi de notre travail, ce qui est Ouais, ça c'est important aussi. pas négligeable. Donc, question suivante. Et à qui conseillerais-tu de faire ce métier? Ouais, c'est toi qui nous regardes, jeune entrepreneur. Non, je conseillerais à ceux qui, à partir du moment où les gens sont empathiques, ont envie d'être dans la bienveillance, d'aider, après, de savoir quand même qu'il faut avoir un minimum de force de caractère. Parce que d'être surempathique, c'est pas du tout la bonne solution aussi. On peut être confronté à des choses dures, on est confronté à la mort, on est confronté à des urgences. Et donc du coup, il faut quand même avoir un minimum, pas une force de caractère, mais c'est puis une envie d'aider l'autre, de prendre soin de l'autre. Après, je pense qu'il faut quand même avoir quelques qualités comme la rigueur et l'organisation, qui sont indispensables, mais C'est sûr, ça sinon, c'est vraiment très important. et vraiment d'avoir envie, parce que bon, on en voit des fois à l'école qui disent je fais ce métier-là parce que mes parents ils m'ont dit qu'il y avait des débouchés. Bah non, en fait. Et puis, je trouve que l'envie et la rigueur, elles vont ensemble, parce que si on a vraiment envie, Oui, on on se rend sera compte- rigoureux dans notre... Voilà, on se rend compte assez vite qu'on s'occupe d'êtres humains et que du coup, vu qu'on a envie de les aider, on est automatiquement rigoureux dans le travail, quoi. Ouais, et bien que- bien sûr. Je sais que moi, au quotidien, je suis pas quelqu'un de particulièrement rigoureux. J'abandonne les choses assez facilement. Mais vu que j'aime mon travail, au travail, je suis pas du tout comme C'est vrai, mais moi comme aussi, la hein. famille. C'est- Ouais, moi aussi, tu vois, à la maison, je suis quand même quelqu'un qui est assez cool, qui laisse les choses. Et dans mon travail, j'aime bien que ça soit Ouais, carré, je qu'il y ait du suivi, que. Voilà, ouais. Comme c'est quoi. pour ça, je pense que c'est vraiment la même, ça va vraiment ensemble, quoi, l'envie et la rigueur, dès lors qu'on aime son métier. Mais c'est, voilà, l'envie est vachement Ouais, importante, quoi. D'être motivé, Et ouais. pas oublier qu'on s'occupe d'êtres humains et que c'est pas un job alimentaire. Non, surtout pas. Dernière question. Est-ce que tu penses faire ce métier toute ta vie? Et si c'était à refaire, est-ce que tu ne ferais pas autre chose? Alors, j'aimerais faire ce métier-là toute ma vie. Mhm. Clairement, si physiquement je peux, j'aimerais, parce que j'aime vraiment beaucoup ce que je fais. Et après, physiquement, au bout d'un moment, le dos, les épaules, moi c'est les épaules qui ont pris cher. Après, aussi sans doute par les 10 années où j'ai travaillé sans formation, j'ai pris des mauvaises postures. Ouais. Mine de rien, la formation m'a aussi aidé à avoir les bonnes postures que j'ai plus maintenant, mais bon. Mais si c'était à refaire, je me diplômerais plus tôt. Je pense qu'en finissant le bac, je ferais directement l'école d'aide-soignante au lieu d'attendre ces 10 années-là où je me disais, je vais peut-être faire autre chose. Enfin voilà, et au final, puis la maison de retraite, est-ce que je vais y rester longtemps? Et au final, je me suis rendu compte que j'adore ça, que j'adore la continuité de soins, j'adore les personnes âgées. Donc, et sur du long terme, peut-être pourquoi pas la formation, si on peut devenir, si les aides-soignants peuvent devenir formateurs un jour, ça m'intéresserait. Mais, Ouais. Sachant qu'aujourd'hui, il faut être infirmière voilà, pour faire formation d'aide-soignant. c'est ça. Et il faut être infirmière pour faire formatrice dans les écoles d'infirmières. Donc, peut-être un jour. Pas toujours du sens, mais bon, peut-être un jour. Ouais. Mm. Et ben, écoute, merci beaucoup. Bah de rien, Je n'ai merci à plus toi. d'autres questions. Et si vous avez donc, si ça vous a intéressé, n'oubliez pas, il y a le live, donc 2h30 de contenu très intéressant. Et n'hésitez pas du coup, là, si cette vidéo vous a intéressé, à la liker, à la commenter, c'est important, ça va mettre en avant du coup. Même s'il y a d'autres questions, à poser des questions, on répondra dans les Oui, commentaires. elle répondra. Bonne Hein. idée, bonne idée. Et moi, donc n'oubliez pas, il y a aussi si vous n'avez pas vu, il y a d'autres épisodes. Et je reviens moi prochainement avec d'autres métiers. Donc à la prochaine et salut.